À l'heure où l'on parle de la 8ème génération et où le débat entre les fans de Pokémon fait rage à propos des décisions récentes des développeurs de Pokémon, je vais vous parler de la génération qui, pour moi, est un modèle de transition mais qui paradoxalement est celle que j'ai le moins aimée. La 5ème génération se passant à Unis. Cette transition s'est faite en deux temps. D'abord la rupture nette avec Pokémon Noir et Blanc, et ensuite le rappel à l'origine avec Pokémon Noir 2 et Blanc 2. On fera ensuite un parallèle entre la 5ème génération et la première et la seconde génération, duquel découlera une théorie que j'avais à peine effleurée dans ma vidéo sur Unis, avant de conclure sur comment je vois les futurs remakes de cette génération. Commençons avec le contexte de la sortie de la 5ème génération qui est sortie juste après la 4ème génération. A mon sens, cette 4ème génération est une génération qui est vraiment construite comme un point final aux versions de Pokémon se passant au Japon. Tout d'abord, elle rend jouable la dernière île japonaise qui ne l'était pas encore. Mais surtout, elle crée bon nombre de Pokémon complétant des familles de Pokémon de génération antérieure. Pour donner une stat, sur les 107 Pokémon de la 4ème génération, 15 sont légendaires ou fabuleux, et 28 sont des Pokémon issus d'une famille d'une ancienne génération. Ça fait plus d'un quart. Dans Pokémon Noir et Blanc, les jeux de la 5ème génération, les seuls Pokémon trouvables dans le jeu sont les Pokémon de la 5ème génération. C'est personnellement un choix que j'aime beaucoup et qui permet de concentrer son expérience de jeu sur les nouveaux Pokémon. En un sens, c'est comme en première génération où chaque Pokémon que l'on rencontre est un nouveau Pokémon. Contrairement à la 4ème génération, aucun Pokémon d'une famille d'une ancienne génération ne fut créé. On passe d'une génération qui complète les familles de Pokémon des 3 générations précédentes à une version qui rend disponible avant l'obtention du Pokédex national aucun des Pokémon des anciennes générations. Encore une autre rupture, la mécanique des CT a été totalement changée entre la 4ème et la 5ème génération, puisque avant la 5G, elles étaient à usage unique. Après, elles sont réutilisables à l'infini. Alors, mettre uniquement les nouveaux Pokémon pour la découverte et marquer une vraie rupture, c'est bien. Mais à terme, ça peut lasser, et les anciens Pokémon peuvent manquer. Pour la version complémentaire, garder uniquement les Pokémon de la 5ème génération pourrait donc être un piège. Noir et Blanc 2 décide de renouer avec ses origines et réintègre dans le Pokédex régional 145 anciens Pokémon. Et ça, c'est tout bénef. Plus de diversité à Unis et des retrouvailles. Bref, cette 5ème génération a su à la fois créer une rupture et une continuité avec les anciennes versions, et ça pour moi c'est vraiment le signe d'un bon renouvellement. L'autre clin d'œil aux anciennes générations qu'a fait Pokémon Noir et Blanc 2, ce sont le grand retour des champions d'arène des anciennes générations au Pokémon World Tournament, un gros tournoi opposant tous les champions d'arène de chaque région. Au final, quand je vois le lien entre Noir et Blanc et Noir 2 et Blanc 2, je vois quelques points communs avec les liens entre Rouge, Bleu, Jaune et Or, Argent, Cristal. En effet, Noir et Blanc 2 n'est pas réellement une version complémentaire, mais plus une suite à Noir et Blanc 1, avec une histoire totalement différente et des lieux nouveaux. Allez, une petite liste de points communs, du moins au plus frappant. Déjà, dans Noir et Blanc 2, il y a 20 villes. La seule génération qui atteint ce nombre, c'est la seconde génération, car Kanto et Johto sont accessibles. En seconde génération, la totalité des villes de la 1G sont disponibles. Les 10 villes de Johto sont ajoutées aux 10 villes de Kanto. C'est également le cas entre Noir Blanc et Noir et Blanc 2, où l'on passe de 11 villes plus 4 villes disponibles en post-ligue sur Noir et Blanc, à 20 villes disponibles sur Noir et Blanc 2. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans une version complémentaire. Normalement, on a quelques modifications de lieux, mais jamais des villes supplémentaires. Alors 5, ça fait beaucoup. Autre point commun, malgré qu'en seconde génération la totalité des villes de la 1G sont disponibles, la ville de départ a changé. C'est également le cas dans Noir et Blanc 2. D'habitude, dans toutes les versions complémentaires, la ville de départ est la même que dans les versions précédentes. Ce n'est pas le cas pour Noir et Blanc 2 qui, au lieu de commencer à Renouet, commence à Pavonnet, une nouvelle ville apparue avec Noir et Blanc 2. Comme je le disais dans ma vidéo sur Unis, le Pokémon World Tournament réunit tous les champions en activité actuellement. Hormis Hoenn, qui a 9 champions car Lévi et Tatia sont co-champions, toutes les autres régions ont 8 champions d'arène. Toutes, non. La région d'Unis a 14 champions d'arène, dont Bianca, soit 2 de moins que si l'on cumule la première génération et la seconde génération. Bref, presque de quoi faire 2 ligues, comme sur Or, Argent et Cristal, où la ligue de Kanto et la ligue de Johto étaient dispo, et où les 2 ligues se disputaient au même endroit. Poursuivons avec l'élément de la temporalité. Normalement, une version complémentaire, ça se passe au même moment que la version précédente, et se contente juste de rajouter des éléments à l'histoire. La complémentaire de la 5ème génération n'a rien à voir. Elle est la suite, quelques années plus tard, du premier opus. Exactement comme la seconde génération par rapport à la première génération qui se passe 3 ans plus tard.
Sur Or, Argent et Cristal, on peut donc voir l'évolution de la Team Rocket, et sur Pokémon Noir et Blanc 2, on peut voir l'évolution de la Team Plasma. On peut aussi voir l'évolution d'autres personnages. Bref, si pour les 4 premières générations je vous conseille de jouer uniquement à la version complémentaire ou à la version remake, pour la 5ème, je vous conseille de faire les 2 opus dans l'ordre parce que ce sont 2 expériences totalement différentes et complémentaires. De ce parallèle qui repose sur 2 fois plus de champions d'arène présents à Unis, avec des nouveaux à battre dans de nouvelles arènes, une suite 2 ans plus tard avec de nouveaux lieux, 20 villes et une ville de départ différente, découle l'une des hypothèses dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Unis, à savoir qu'à terme il est possible qu'Unis ait 2 ligues en 1, comme au plateau Indigo de Kanto et de Johto. Le Pokémon World Tournament nous apprend que Bianca est officiellement championne d'arène. En comptant le trio Dogoès qui pourrait chacun s'occuper d'une arène, il nous manque 2 champions d'arène, qui doivent être des dresseurs de confiance, pas trop mauvais, prêts à se focaliser sur un seul type et à s'installer dans une ville et pas à parcourir les 4 coins du monde. Alors, qui pourrait remplir ces critères? N peut-être? Mais je le vois mal s'installer dans une arène, lui qui aime tant parcourir Unis. Sinon, pourquoi pas taper dans la nouvelle génération de dresseurs? Après tout, si Chiren et même Bianca sont devenus champions, Matisse aussi pourrait le devenir, à condition de choisir un type. Il y a quand même pas tant de choix que ça chez les dresseurs. Peut-être Gujava, le petit-fils de Goya, mais il est un peu jeune. Iris, mais elle est maître de la ligue. Peut-être débaucher Lévi et Tatia qui ont grandi et pourraient s'occuper d'une arène seule. J'ai quand même une petite préférence personnelle pour 2 personnages que l'on voit dans l'introduction du jeu. Vous savez, la petite cinématique du premier opus où, si l'on ne touche pas à la console, on voit pas mal de membres de la Team Plasma que l'on combat, mais aussi 2 personnages qui vont nous aider à les battre. Ces 2 personnages sont 2 orphelines élevées avec N par Getis. On apprend dans l'anime qu'elles possèdent chacun un Pokémon. Vénus possédant un Sidérella et Colombe possédant un Gardevoir. Une fois débarrassés de l'emprise de Getis et N continuant de vagabonder sans danger, ces 2 personnages charismatiques se retrouvent à rien foutre à Port-Yonneuve. Reprenons nos critères. Vu leur amour des Pokémon et la loyauté dont elles ont fait preuve lorsqu'elles devaient protéger N, ce sont des personnes de confiance, et elles sont beaucoup plus sédentaires que N. Et je pense que leur donner un nouveau but, s'occuper de protéger une ville et une arène, serait totalement dans leur corde et devrait leur plaire. Mais enfin, c'est un choix personnel et je vous invite à me donner dans les commentaires les noms des personnages que vous aimeriez bien voir en champion d'arène à Unis. Donc nous avons nos 16 champions. Mais Bianca, Vénus et Colombe doivent choisir leur type. Vénus possède un Sidérella, elle pourrait bien être une championne de type Psy. Colombe possède un Gardevoir. Et si en 5G le type Fée n'existait pas, dans la timeline officielle de Pokémon, le type Fée a été découvert et reclassifié un peu avant les événements de X et Y qui ont eu lieu en même temps que les événements de Noir et Blanc 2. Et donc techniquement, il serait tout à fait possible pour la Ligue d'ouvrir une arène de type Fée. Il nous reste Bianca pour qui c'est plus compliqué puisqu'elle a pas mal de Pokémon et qu'elle ne semble pas encore avoir choisi de type. Elle possède 3 Pokémon de type Psy, qui est déjà pris par Vénus, mais aussi 3 Pokémon de type combat. Elle possède également les starters de Unis et pourrait être une arène comme celle de Goès, c'est-à-dire qu'elle choisirait le Pokémon fort face au starter adverse. Bref, pour le moment je préfère ne pas m'avancer sur Bianca. On a donc nos champions, mais où seraient situées nos arènes? Déjà, il faut garder à l'esprit qu'il faut diviser Unis en 2 parties en faisant attention à ce que Noah et Amana, ainsi que Chiren et Aloe, ne soient pas du même côté, pour ne pas avoir 2 arènes de même type dans la même ligue. Pour l'arène de type Fée de Colombe, je pense à Entrelasque, à cause de sa légende où, la nuit, dans les ténèbres, un monstre, probablement Kyurem, venait manger les habitants. Le type Fée est le type parfait pour repousser les ténèbres et les dragons, et donc Colombe et son Gardevoir pourraient être des bonnes protectrices de la ville. En prime, le château de N n'est pas très loin. Pour l'arène de type Psy de Vénus, il resterait Vaguelone, située pas trop loin de sa copine à Entrelasque. Pour l'arène de type Feu d'Armando, Arpentière me paraît un bon choix. La ville est à côté du mont Renanvert qui est parfois plein de lave, ce qui est pas mal pour un champion de type Feu. De plus, sa traversée est un défi à la hauteur d'un dresseur qui aspire à devenir maître Pokémon. Pour l'arène de type plante de Rachid, je verrais bien la ville noire et la forêt blanche, où il devra maintenir l'équilibre entre la ville et la forêt. Type plante, protection de la forêt, ça me paraît raccord. Il ne resterait donc que Noah pour s'occuper de l'arène d'Ogoès qui serait de type eau. D'ailleurs, on ne peut pas le caser autre part parce qu'il serait trop près de l'autre arène de type eau située à Papeloa.
Il ne nous reste plus que Bianca à caser et je choisirai Amaïd afin d'avoir 8 arènes de chaque côté du fleuve. Bon, le passé c'est fait, tournons-nous vers le futur de la 5G et ses potentiels remakes. Vous le savez, contrairement à toutes les autres versions complémentaires, celle de la 5ème génération ne se passe pas au même moment que le premier opus. Mais alors, quand l'heure du remake de la 5ème génération arrivera, quelle timeline les développeurs vont-ils choisir? Pour toutes les autres générations, la timeline de la version complémentaire correspondait à celle des versions principales. Mais en 5ème génération, il y a 2 ans d'écart entre les deux jeux et énormément de changements. Et il faut répondre à des questions comme quelle sera la ville de départ? Il va donc falloir trancher et il y a plusieurs façons possibles de trancher. Le plus probable, c'est que les développeurs choisissent l'une des deux histoires et la remasterisent façon remake en occultant totalement l'autre. Dans le cas où le premier opus serait choisi, les nouveaux lieux pourraient même ne pas être dans le remake. Néanmoins, d'autres solutions un peu plus innovantes sont possibles. Avant la sortie de Pokémon Let's Go, il a été dit que si le jeu est un succès, l'expérience pourrait être reconduite. Vu comme le développement de Let's Go semble les avoir pas mal aidés pour Sword and Shield et que ça a pas mal rapporté pour un jeu aussi simple, il pourrait ressortir des Let's Go à un rythme beaucoup plus régulier que les remakes. Et si les Let's Go sont faits dans l'ordre et en parallèle des remakes classiques, il y a un moment où les Let's Go vont rattraper les remakes et donc on aura le Let's Go et le remake d'une même génération avec quelques années d'écart. Et ça peut être gênant de proposer à 2 ou 3 ans d'écart le jeu avec la même trame scénaristique. Admettons que Game Freak sorte un Let's Go tous les 3 ans, qu'il sorte un jeu tous les ans, comme c'est le cas depuis 2012 à l'exception de 2015 où Pokémon Z n'est pas sorti, et que toutes les 2 générations ils sortent un remake, ce qui est le cas depuis la 3ème génération. Alors, que donnerait le calendrier? L'année prochaine on se tape la complémentaire de la 8G, puis Let's Go numéro 2, puis le remake 4G, etc. etc., etc. On arrive donc en 2029, dans 10 ans, avec le remake de la 5ème génération, suivi du Let's Go de la 5ème génération. On ne va pas sortir 2 fois le même jeu avec juste un gameplay différent, alors la solution ce serait de sortir la version remake calquée sur noir et blanc et la version Let's Go calquée sur noir et blanc 2. On aura donc 2 versions très différentes, même si elles sont inspirées de la même génération. On pourrait avoir un remake avec 2 versions avec pas mal de différences. Par exemple, Blanc Pâle pourrait commencer à Renoir et Noir Foncé à Pavonnet, et à partir de Velocité, les 2 jeux suivraient la même route et la même trame scénaristique. Une solution que j'adorerais ce serait de faire Pokémon Noir et Blanc 3, qui se passerait 2 ans après Pokémon Noir et Blanc 2. Ça resterait dans la logique d'une version complémentaire qui n'est pas une version milkshake mais une suite. Enfin, la solution la plus pessimiste, c'est pas de remake du tout. Jamais. Bref, tout ça c'est très loin et incertain, mais vous commencez à le savoir, j'adore tirer des plans sur la comète. À dans 10 ans pour le dénouement de cette histoire. La vidéo est maintenant terminée, si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner, et n'hésitez pas à tirer vos propres plans sur la comète dans les commentaires.